Je joue beaucoup à Just Dance, je suis une tueuse sur Just Dance. Moi c'est Vanessa, j'ai 35 ans, je sais que ça ne se voit pas parce que j'ai une tête d'enfant. Donc en fait moi je suis attachée de presse, donc RP, je travaille dans la communication depuis une dizaine d'années maintenant, plutôt en agence sur les sujets tech et industrie, et en fait j'ai rejoint l'association Afrogameuse il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, et j'en suis devenue la vice-présidente, donc c'est hyper cool. J'ai commencé par des lettres et une fois que ma licence est arrivée, cool, je l'avais, et puis je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire, parce que il y a deux cursus à peu près, enfin deux métiers, soit être prof, et pour moi c'est un métier de vocation, et je me voyais mal en fait à 23 ans enseigner le français, je me sentais pas adulte pour le faire, et faire de la thèse, mais la thèse ça paye pas, c'est cool mais il faut manger. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire, et au final c'est comme ça que j'ai appris en fait la communication, et j'ai appris les RP qui sont pas forcément l'image qu'on a quand on est attaché de presse au cinéma ou qu'on accompagne des stars. Non, moi je suis dans les tech et l'industrie, donc rien à voir, mais c'est hyper intéressant, et donc ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Je suis plutôt en agence, donc avec plein de clients différents, et là maintenant j'ai envie de continuer mon métier, mais plutôt sur des thématiques qui me plaisent, qui me font kiffer. J'ai commencé à jouer très petite. J'ai découvert les jeux vidéo avec ma famille, notamment mon père qui avait la Sega, la 16, la Megabit, comment elle s'appelle déjà? Mega Drive. La 16, parce qu'il y a 16 bits et c'est Mega Drive. Donc la Mega Drive avec c'était Robocop, je crois, Robocop, Street Fighter, etc. Sonic, la base. Et j'étais plutôt sur console, et ado, j'étais sur ma mère ne le sait, enfin elle l'a su très tard, mais que j'allais dans les cybercafés alors qu'elle ne le savait pas, et j'ai joué à Counter-Strike, et c'est comme ça que j'ai découvert les jeux en ligne, les jeux en réseau, et en même temps j'ai découvert ce truc hyper cool, même si je suis nulle en FPS, mais j'ai découvert la toxicité en fait très tôt, à 14-15 ans, et avec des commentaires hyper sexistes et tout, et ça m'a un peu bloqué sur mon parcours de joueuse. Et donc très tôt je me suis censurée, et je n'ai joué qu'à des jeux solo, ou sinon console, avec des gens que je connais, avec un entourage vraiment avec lequel j'avais confiance. Et jusqu'à maintenant en fait j'ai encore du mal à jouer en réseau, à discuter avec les gens, parce que j'ai toujours cette crainte en fait d'avoir des commentaires qui vont me bloquer, qui vont pas forcément me plaire. Mais j'ai toujours joué depuis toute petite, et je joue à plein de jeux différents. Et ce qui est cool, c'est que j'ai entraîné ma petite sœur qui a 16 ans, et maintenant elle est comme moi, et donc mes parents n'en peuvent plus, et c'est hyper cool parce qu'on les saoule toutes les deux. Je sépare quand même les deux, et là où je mélange pour le coup, c'est quand je travaille pour l'association, parce que je suis en plus sur la partie communication, donc ça me permet de mettre mes compétences au profit d'une cause qui me plaît. Là je vais pouvoir avoir un peu ce mix de pouvoir jouer pendant que je bosse entre guillemets, même si c'est associatif. Après dans ma vie sérieuse, c'est de bien dissocier en fait ton temps de travail et ton temps de jeu. Mais mon temps de jeu, après, je peux faire une nuit blanche si besoin, c'est pas le problème. Mais après, je serai efficace la journée, parce que je suis une adulte et je prends la mesure des conséquences de ce que je fais. Afrogameuse, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une association qui œuvre pour plus de mixité et de diversité ethnique dans le jeu vidéo. On est sur un focus de femmes afrodescendantes, parce que c'est des choses qu'on connaît, on sait en parler. L'association est ouverte à tout le monde, et l'idée c'est de travailler en bonne intelligence et d'avoir une stratégie d'alliés pour avoir justement une industrie un peu plus inclusive et plus saine, parce que alors il se passe de très belles choses, mais il y a quand même pas mal de soucis aussi. Le problème, c'est que, alors certes, on est sur des jeux vidéo, mais c'est fait par des humains. Forcément, ce qui implique de l'humain implique des biais, conscients ou inconscients d'ailleurs. Oui, dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de se poser ce type de questions. Sauf que quand on joue en ligne, on joue avec des gens, on joue avec des personnes qui sont toxiques et qui ont des commentaires en fait haineux. Et l'idée, c'est quand on joue, c'est parce qu'on est passionné, c'est qu'on a envie de se défouler, on a envie d'apprendre des choses, on a envie de faire plein de trucs positifs, de parler avec des gens, d'avoir une communauté de joueurs, de passionnés comme nous.
Et en fait, on est constamment, en tout cas pour certaines personnes, constamment en fait pollué par des messages, par des commentaires qui n'ont rien à faire là en fait. Et ça pollue vraiment l'expérience de jeu. Faut pas oublier que tu as beaucoup de jeunes en fait qui y jouent et qui se construisent finalement via le jeu vidéo. C'est un médium qui est hyper important. J'ai pas de problème à, comme je disais, jouer à Soul Calibur. Honnêtement, les jeux de combat, les jeux de versus fighting, on sait très bien que c'est hyper sexualisé et tout. Mais je suis adulte et je sais faire la part des choses. T'as beaucoup de gens en fait qui n'ont pas forcément ce recul-là et qui se construisent en fait par ça et via ce biais. Le jeu vidéo en fait c'est pas que des mecs en fait de 30 ans barbus, blancs, hyper virils qui doivent aller sauver le monde parce que non, il y a d'autres choses. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement, en fait, d'incarner des personnes qui nous ressemblent pas forcément et tout, des personnes humaines mais qui ont des histoires différentes parce qu'elles ont un handicap, parce qu'on traite de la thématique aussi de genre par exemple, tous ces sujets-là, ça devrait en fait faire travailler l'empathie. Si on n'en parle pas, ça n'arrêtera jamais. L'idée, c'est donc de valoriser en fait des streameuses, des joueuses. C'est d'abord de créer en fait des rôles modèles pour créer des vocations. Il y a peut-être des petites filles en fait, des jeunes filles qui aiment les jeux vidéo mais qui se disent c'est peut-être pas pour moi et si je joue on va peut-être me critiquer pour telle ou telle raison et de dire non en fait c'est trop cool et vas-y lance-toi. On a aussi à cœur en fait d'accompagner les personnes qui voudraient intégrer en fait l'industrie et donc de leur donner des clés parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas abordées, notamment sur les filières qui existent, les métiers qui existent. Il y a énormément de métiers en fait, il n'y a pas que développeur dans le jeu vidéo, on peut être graphiste, on peut être narrative designer, créer des histoires, créer des musiques, faire de la com comme moi par exemple. Et donc c'est de montrer en fait toutes les possibilités aux personnes qui ont envie d'intégrer l'industrie et de les aider. On est en train justement de mettre en place un programme de mentorat, donc c'est un gros chantier qui nous tient vraiment à cœur. On a l'appui des professionnels qui sont membres de l'association et de certains partenaires, notamment des studios de jeux vidéo qui sont hyper partants en fait pour faire ce programme-là. Donc ça va être hyper cool. Donc voilà, donc il y a cette partie-là, donc de faire un état des lieux des problèmes de représentation, que ce soit dans le jeu vidéo, dans les jeux, même les personnages qui sont pas forcément bien représentés ou pas du tout, ou trop érotisés, fétichisés quand il s'agit de femmes, ou quand c'est une personne racisée qui est juste un token en fait, qui est là mais qui est pas jouable, ou quand il joue il sert pas à grand chose et sinon c'est le méchant ou le terroriste quand il est arabe ou musulman parce que voilà c'est comme ça, alors que non, on peut être juste là et être cool et avoir une belle histoire et une histoire intéressante en fait à mettre en avant. On a 350 membres, ce qui est hyper cool, dont des pros et des streameuses qu'on essaie de valoriser aussi en leur faisant participer à des événements, à des streamings, plein de choses pour avoir cet espace un peu safe et plus diversifié dans l'industrie. Il y a plein de profils différents. Il y a beaucoup, et c'est normal parce que c'est le cœur de la mission de l'association, il y a beaucoup de femmes afrodescendantes, mais il y a aussi des hommes afrodescendants, des hommes racisés, des femmes racisées qui ne sont pas forcément que noirs et afrodescendants. On a des personnes trans, on a des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est vraiment de travailler sur toute l'inclusion des personnes non binaires, de travailler sur toute l'inclusion au sens large et des minorités au sens large. Ce qu'on propose par exemple auprès des partenaires, notamment des éditeurs de jeux vidéo, c'est de mettre la communauté à profit via des playtests, qu'elles puissent tester les jeux et leur faire des feedbacks sur ce qui va pas au niveau du gameplay, mais aussi au niveau de l'histoire, au niveau du lore, des choses. Si on travaille sur l'inclusion et la diversité, est-ce qu'on a rempli les bonnes cases et les personnes qui doivent jouer, est-ce qu'elles sont représentées, est-ce qu'elles ont pas des problématiques en fait qui leur paraissent pas forcément bien amenées ou bien traitées, ou il y a des choses qui vont les choquer ou autres. Le premier critère, je pense, c'est de penser en fait l'inclusion et la diversité dès le début du jeu. Sur ton histoire, sur ce que tu veux raconter, pourquoi tu veux la raconter cette histoire-là d'ailleurs. On le sait, les équipes en fait de développement dans le jeu manquent de diversité, c'est un fait, ça va pas revenir là-dessus. D'avoir plus d'équipes inclusives,
Et quand on n'a pas d'équipe assez diversifiée, d'aller vers l'extérieur. Il y a des consultants qui existent, qui ont des compétences là-dessus, parce que ces personnes-là, en fait, elles ne peuvent qu'améliorer le jeu. Il va y avoir la narration, comment tu vas la créer, parce que tu as plusieurs types de personnes qui vont jouer. Tu as des personnes qui vont avoir des handicaps moteurs, mentaux, enfin il y a plein de choses. Si tu veux vraiment avoir un jeu inclusif, et c'est compliqué quelque part parce que il faut prendre en compte tous ces paramètres-là, mais c'est aussi ce qui fait la beauté des jeux qui réussissent à le faire finalement. Une fois que ton jeu est sorti, c'est aussi d'écouter ce que ta communauté, si tu l'as pas écouté avant, les feedbacks qu'elle va te faire, c'est de les prendre en compte et d'améliorer. Il y a un jeu par exemple que j'aime beaucoup qui s'appelle Spiritfarer, qui traite d'une thématique qui est pas forcément simple, qui traite de la thématique du deuil. C'est une petite fille en fait qui va remplacer Caron, qui va accompagner plusieurs personnes. Elle a un bateau vraiment sur l'équivalent du Styx et elle va accompagner plusieurs personnages dans leur quête en fait. Il y a un travail de mémoire, de souvenir qui est hyper intéressant. Et c'est une petite fille en fait qui est racisée. C'est le personnage principal, mais à aucun moment on ne dit pourquoi elle est noire, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est là. Et c'est ça en fait qu'on demande. Hades, toujours. Hades, pourquoi? Parce que c'est un jeu indépendant, c'est Supergiant qui l'a fait, et donc ça c'est cool en fait d'avoir pas forcément un gros AAA qui a un jeu hyper cool comme ça, parce que l'histoire est hyper cool, elle est inclusive, ça traite de la mythologie. Ils ont fait le choix d'avoir des personnages racisés par exemple, d'avoir des histoires, de respecter en fait toute la narration, tout ce qui se passe dans la mythologie par exemple, sans trop spoiler non plus, mais on sait très bien que dans la mythologie, en tout cas à cette époque-là, on n'était plus sur du gender fluide, sur des histoires en fait qui n'étaient pas forcément hétéronormées. Et surtout en fait c'est naturel. À aucun moment c'est estampillé. On a fait ça parce que c'est inclusif ou non. C'est hyper naturel et c'est ça qui est hyper cool. Sur l'inclusion, il y a un petit jeu qui est hyper cool, Comfortable Burden, donc et qui traite de la charge mentale. Tu incarnes en fait deux petites loutres. Une loutre mâle et une loutre femelle, donc ils sont en couple. Et l'idée, c'est que tu rentres dans une maison et la loutre mâle a quatre tâches ménagères à faire. Et ensuite, donc, tu fais tes missions, sortir la poubelle, ranger la table, etc. en 60 secondes. Ensuite, la loutre femelle arrive et deal with it. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été fait, tu le fais. Mais tu n'as aucune indication. Et donc, à chaque palier, la maison grandit. La loutre mâle a toujours 60 secondes pour faire ses missions, les 4 mêmes missions. Et la loutre femelle, toujours 60 secondes, mais pour faire plus d'émissions dans un espace encore plus grand. Il y a eu un gros travail justement de documentation avec ce qu'est la charge mentale, des témoignages en fait de femmes qui parlent de ça. Et ce jeu, il est hyper intéressant parce que il n'est pas forcément que pour les hommes, il est pour tout le monde. Et on peut transposer en fait toutes ces problématiques-là dans plein d'univers différents.